80% des dossiers de financement qui sont refusés sont liés en fait à l'humain et à la banque à qui il a été présenté. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau des grandes banques françaises, est connu, sur lesquelles, bien entendu, elles ne vont pas communiquer. Un projet refusé, ça ne veut pas dire un mauvais projet. Ça veut souvent dire qu'il n'a pas été proposé à la bonne personne et parfois même aussi au bon moment. Entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Salut à tous, vous écoutez la 5e édition du Grisby Radio Show. Pour m'accompagner, j'ai toujours l'honneur et le plaisir chaque fois renouvelé d'être entouré par deux businesswomen de compète. Tiffen, la pro du market et des tendances business, et Elodie avec sa célèbre rubrique J'ai venu, j'ai vu et j'ai vendu. Salut les filles, ça farte ? Salut Olivier. Salut Olivier. Avant de présenter notre invité, j'ai une petite info rapide à faire passer pour répondre à certains de nos auditeurs. Oui, ok, on va faire moins de private joke et mettre l'accent plutôt sur le contenu business proposé et les super astuces géniales des filles en marketing et en vente. Et moi, je vais assister un petit peu plus sur la partie réseautage. Tout ça pour partager avec vous un maximum de choses concrètes pour développer vos affaires. Parce qu'on a eu des retours de la part de certains auditeurs comme quoi c'était un petit peu trop un truc entre potes et qu'en fait on se fendait la poire entre nous. Et alors qu'il y a du contenu, surtout de la part des filles et souvent des invités. Surtout des filles. Ouais, d'accord, que des filles. Et donc voilà. Et donc du coup, on va mettre l'accent un petit peu plus sur le contenu parce qu'il y en a du contenu. Et donc voilà. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Car oui, les filles, je vous le dis, tremblant d'inquiétude, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Oui, il est là. Notre invité du jour est un animal particulier dans le monde des affaires. Doté d'un sens inné du business, il est capable de renifler la moindre opportunité à des kilomètres. Entraîné dès le plus jeune âge à forcer des coffres forts. Il a continué à développer cette magnifique compétence très utile qui consiste à trouver l'argent là où il est jusqu'à l'âge adulte. Pendant que ses petits potes en CE2 jouaient à la baballe aux prisonniers ou faisaient une tomate. Tu sais ce que c'est une tomate ? Ouais, oui, vous connaissez, ok. Je me suis dit, c'est peut-être un truc de vieux, tu vois. Lui avait déjà... Oui, aussi. Lui, que je connaisse, c'est un truc de vieux. Ouais, ok. Lui, il avait déjà lancé un système d'achat et de revente de billes tout au fond de la cour de récré. C'est donc tout naturellement qu'il s'est dirigé vers le monde de la finance. Mais attention, ce n'est pas le requin carnassier auquel on pourrait s'attendre dans ce milieu, genre Michael Douglas dans le film Wall Street, réalisé par Oliver Stone en... Quelle année, les gars ? Ok, super, culture, 1987, c'est pas grave. Mais que nenni pas du tout. Il y a chez notre invité un côté Robin des Bois, défenseur de l'entrepreneur orphelin de financement, plein d'idées mais sans le sou, la tête pleine de projets mais les poches vides et qui ne demande qu'à le rencontrer pour enfin pouvoir développer son business. D'ailleurs, j'ai vu ce matin sur Facebook que la chanson qui te correspond serait Aux Champs-Élysées de Jodassin. En plus, c'est vrai, je l'ai vu ce matin sur Facebook. Alors que dans un milieu comme le tien, on se serait plutôt attendu à un truc du genre Money des Pink Floyd ou Le mendiant de l'amour d'Enrico Macias. Tu sais, c'est la chanson qui fait Donnez, donnez, donnez. Tu vois ce que c'est ? Ouais. Ouais, voilà. Financier à la négo, ferme mais au cœur tendre. Il déploie toute son aisance relationnelle pour décoincer les situations et les financements les plus mal engagés. Mesdames et messieurs, sa boîte s'appelle BPG Finance et pour bien vous souvenir de ce nom, en voici la signification. Le B c'est pour bon, le P c'est pour pragmatique et le G c'est pour financièrement mais surtout humainement généreux, j'ai nommé Patrice Gasque. On applaudit pas trop fort parce que... Salut Patrice. Salut Patrice. Merci à vous de me recevoir, c'est très gentil. Que d'éloges et quelle belle présentation. Le côté Michael Douglas, non, tu vois, c'est pas toi. Non, c'est même plutôt l'opposé. On va dire que je sais comment Michael Douglas fonctionne et je sais comment pouvoir l'utiliser pour que l'argent revienne à de vrais humains. Ah, donc du coup, alors d'habitude, l'invité se présente avant l'interview cash qu'on va faire après. Et les filles m'ont dit, ce serait bien, Olivier, que l'invité se présente un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc du coup, vas-y, t'as 1 minute ou 2, présente-toi et puis présente ton activité et ta boîte.
Mon activité, en fait, elle est toute simple. Je suis consultant et conseil pour les entreprises, donc de toute taille, et notamment pour les TPE, les toutes petites entreprises et les freelancers. Et mon rôle, en fait, est de les aider à trouver de l'argent, tout simplement, à trouver les moyens de financer leurs projets ou de les structurer aussi avec un aspect toujours au niveau de la quête de la monnaie. Ça c'est bien, c'est simple, c'est efficace, impeccable. Alors allez go, on fonce. Au menu du jour, on a encore et toujours Tiffen et Elodie avec leurs infos et astuces business totalement indécentes. Plus une petite astuce réseau. Donc ça va être ma partie. Et la sélection événement business à ne pas louper sur Toulouse pour avril 2019. Il y a une petite surprise, mais j'en parle pas tout de suite. Ensuite, il y aura l'épreuve ultime de l'émission. Ça c'est pour toi Patrice, l'interview cash. Tu connais le principe, on le réexpliquera tout à l'heure. Et notre jeu business, le Grisby Fight. Oui, parce que je l'appelle le Grisby Crush, mais là maintenant j'ai changé le nom, c'est le Grisby Fight. Pour conclure, où Patrice, tu vas affronter les filles dans un duel sans merci. Alors j'ai un peu triché pour le coup, j'ai orienté les questions en mode finance. Et bah oui, histoire que tu aies une chance face aux filles, parce qu'elles sont un peu redoutables et surtout très mauvaises perdantes. Bon, si. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et il y aura une dernière question suite au Grisby Crush pour nos auditeurs. Et il y aura un cadeau. Oui. Et je vois là Elodie qui rigole. Pourquoi ris-tu, Elodie, quand je parle du cadeau? Tu ris? Mais tu sais quoi? Je l'ai trouvé le cadeau! Non. Si! J'ai trouvé le cadeau! Que ça fait quand même la 5e émission. Et elle se fout de moi depuis le début parce qu'il n'y a pas de cadeau. Et ben il y aura un cadeau. Et en fait, on tirera au sort parmi les gens qui ont répondu. Et on les invitera à l'anniversaire de la firme pour les 2 ans qui aura lieu cet été. Je donne pas encore la date parce qu'il y a encore 2-3 petits trucs à caler, mais ça sera certainement en juillet. Et on va faire un grand gala, une grande soirée, un truc très très sympa. Et on invitera le gagnant à venir nous rejoindre gracieusement pour profiter avec nous de la soirée. C'est pas un beau cadeau ça, Elodie? Tu vas arrêter de rire maintenant un petit peu, s'il te plaît. Elle rigole toujours. Mais on le fera. On le fera. Pourquoi vous vous marrez les filles? Vous croyez pas à mon cadeau? Si. Mais non, parce qu'on le mettra. Mais non, parce qu'il y aura une autre petite surprise le jour J, Oui. mais évidemment. Oui. Mais déjà, on va l'inviter. Ah, tu rigoles, c'est pas un cadeau en bois. On va l'inviter à rencontrer une bonne Thierry grosse repose en centaine forme de cochon. d'entrepreneurs et à faire du réseau en masse, quoi. Le mec, il va développer ses affaires, ça va être un truc de fou. On verra, il y aura peut-être un petit truc en plus. Mais en tout cas, déjà, il sera avec nous pour la soirée. Hein? Oui. Non, mais oui. Ouais, je vous sens vachement qu'on a vu. Je suis bien Si. entouré. En Bon, allez. même temps, il n'en dit Oui. pas plus. Hein. J'ai pas envie d'être coupé Mais parce que au vous savez montage. pas ce qui va se passer à cette soirée, c'est pour ça. Mais il y a plein de surprises qui vont être top. Allez, on passe à la suite, on passe à la rubrique de Tiffen. Donc je disais, on va mettre l'accent sur les 2 rubriques des filles, plus la mienne où j'interviendrai un peu sur la partie réseau. Mais donc Tiffen s'occupe de la partie marketing, business et tendance. Après on fera la partie d'Elodie. Mais je t'en prie, Tiffen, la championne du biz, c'est à toi. Oui, merci Olivier. De rien, Tiffen. Donc, on va parler culture. Oh merde. aussi. Bon allez, Ouais. rubrique suivante. Donc, pour vous, quel est le point commun si je vous dis IBM Solutions Informatiques, restauration rapide, importation du burger, ticket restaurant, TVA 5.5, hôtellerie, groupe Accor, vous me répondez? Lobbying. Air d'autoroute, sandwich pas frais. Non. Serveur Hein? Les serveurs IBM? Il y a un point commun à tout ça, et en fait, le point commun, c'est un homme qui s'appelle Jacques Borel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Est-ce que tu Et en connais fait, Jacques Borel En fait, on l'utilise presque tous les jours quand on utilise un ticket resto, quand on va avoir de self-service. Tu utilises Quand- Jacques Borel. On utilise... M'embête pas. Sois précis, s'il te plaît. En fait, derrière tout ça, il y a une personne qui aujourd'hui a 91 ans, et qui a été visionnaire très très rapidement dans tous les métiers qu'il a fait, au-delà de ça d'avoir la moustache et puis d'être comment dire. Il y aura une photo. Hein. Donc en fait, c'est cette personne, en fait, l'astuce de cette personne, son truc depuis toujours, il sort d'HEC, il rentre chez IBM, son père en fait gérait la France au niveau IBM, et au bout d'un an, il est devenu le meilleur vendeur mondial d'IBM. Donc on l'a envoyé en Asie, développer l'Asie suite à ça, et il en a fait un des cartons au niveau d'IBM. Et en fait, IBM, c'était un produit informatique, il en a fait une solution informatique. C'est que dès le départ, son truc, il l'a toujours fait, c'est qu'il essaye de comprendre les gens et leur apporter leurs réponses à leurs besoins. Peu importe dans quel domaine il est,
il essaye d'apporter un besoin. Il ne vend jamais le produit de là où il était. Il crée en fait de nouvelles solutions et de nouveaux produits. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé donc, nommé meilleur vendeur plusieurs années de suite, et puis en fait le lancement d'Asie. Mais il était toujours fan de restauration, et il a lancé un premier restaurant sur les Champs-Élysées, qui a en fait finalement en 1957, il a importé le burger. Il a importé le burger en France, qu'il a ouvert. Ça s'appelait en fait, le restaurant s'appelait en fait le restaurant Le Café de l'an 2000. Tellement pour lui, c'était quelque chose qui était novateur et qui allait exploser et qui était là. Après, finalement, il s'est dit, il est allé à la rencontre des gens. Il a vu que les gens avaient besoin de manger rapidement ou manger plus rapidement que sur les autoroutes quand on est sur les routes. Il est allé faire un voyage en Italie. Il a vu qu'en Italie, ils faisaient des ponts et en fait, on pouvait accéder au même restaurant de deux côtés. Et c'est lui qui a créé l'Arche. Et en fait, il a fait la création de l'Arche. Il a vu que les gens avaient besoin de payer rapidement. Il existait les bons repas. Il en a fait les tickets resto. Il a vu que les entreprises ne voulaient pas payer d'impôts là-dessus. Il est rentré pendant 10 ans de négociations, 2700 visites avec le gouvernement. Et il en a fait en sorte que les entreprises ne payent pas d'impôts ni de cotisations sur les tickets resto. Il s'est battu pour la TVA 5,5. Là, il en a fait 5600 visites entre le gouvernement et l'Europe. Enfin, voilà. On l'a créé le Napoléon du prêt-à-manger, l'importateur de la malbouffe en France. Tricatel dans l'aile et la cuisse, c'est lui. Il a été énormément critiqué, mais sauf qu'il a toujours su, il a monté l'hôtellerie. Lui, en fait, il se rend compte qu'il n'y connaît rien à l'hôtellerie. Il rachète Sofitel, il se fait son administration est dégoûtée qu'il ait racheté Sofitel. Finalement, il le débarque. Sofitel se met avec Novotel. Novotel crée le groupe Accor. Il a toujours été soit à la naissance, l'optimisation de quelque chose et tout ça. T'as jamais entendu parler de ce mec-là, toi, Patrice? Non, et pourtant j'ai travaillé pour le groupe Accor. Donc... Oh merde. Donc bravo. franchement, allez voir l'histoire de Jacques Borel et de voir, et c'est vraiment deux choses. Il écoutait deux choses, c'est son instinct et le consommateur. C'est les deux seules choses. S'il se fritait avec les banquiers, il se fritait avec le banquier. Si le consommateur disait c'est ça que je veux, il y allait et il créait ça. Même si on lui disait que c'était trop en avance et que derrière. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment le resto-route. Enfin, qui n'a pas le resto-route? On est passé de 400 repas à 6000 repas sur une journée. C'est quand même énorme. De faire les chaussures connectées, alors c'était pas connecté tel qu'on le connaît, pour optimiser le nombre de pas que devaient faire les cuisiniers de la salle à la cuisine, c'est lui. Donc en fait, voilà, il était vraiment dans une industrialisation de la cuisine aussi. Et pour cela, il adore manger. Il adore vraiment manger. Et c'était toujours. Et en fait, mais l'école d'IBM lui a apporté beaucoup. Et il a su faire ses armes là-bas. Et je pense que c'est là, dans tout ce qu'on a pu parler jusqu'à maintenant, on disait écoutez, les infos viennent de vos consommateurs. Je pense que c'était un bon modèle à vous montrer et aller découvrir. Et pourtant, c'est vrai. Il est inconnu. C'est le ouais. Aristide Boucicaut du XXe siècle. C'est comme Aristide Boucicaut, il a tout inventé, le mec, et personne ne le connaît, quoi. Ouais. Et c'est affolant. Donc, mais lui, je ne le connaissais pas du tout, jamais entendu parler. Jacques Borel. C'est affolant. Il est toujours vivant, dans 91 ans. Et un ego comme ça, quand il parle, il ramène. Pour lui, le burger, c'était en fait, c'est la femme qui a créé le burger. Comme elle s'est mise à travailler, elle n'avait plus 3 heures à cuisiner par jour. Donc on a dû faire de la viande hachée et créer le burger. Oui, il y a un petit côté misogyne quand même qui est un peu sympathique. Pour la journée de la femme. Ça va, on n'est pas le 8 mars, on peut se permettre. Parce qu'on veut. Mais c'est affolant que c'était dans les. Enfin, années quoi, 50, 60, ça? C'était quoi? C'était en fait tout entre les rentrées à 23 ans dans les années 50 chez IBM. Ouais, et puis après 63, 60, 57 le burger, 60. C'est ça, les 50, 60. Ouais. Les tickets resto et tout ça. Et qu'est-ce qui explique qu'on n'ait jamais entendu parler de ce mec-là? Les self-service. Il était pas aimé, ça c'est sûr, dans le truc. Il se faisait souvent débarquer, il lançait les trucs, il optimisait où il lançait, il se faisait débarquer derrière. Mais parce qu'en fait, il voulait toujours aller plus loin. Et au moment où les banquiers vont toujours rationaliser pour assurer. Pourquoi tu regardes Patrice en disant ça? Parce qu'on a la radio, les gens voient pas, mais je trouve ça limite. C'est la grosse difficulté que peuvent avoir les inventeurs et les visionnaires. C'est qu'après, ils se trouvent confrontés à un monde extrêmement rationnel. Et qui obéit à des normes et à des règles sur des tableurs. Et donc des gens comme ça peut fonctionner effectivement quelque temps, mais au bout d'un certain temps, la règle de la rationalisation et du résultat immédiat fait que ces gens-là ne peuvent pas se sentir à l'aise. Oui, mais alors quand t'as un mec qui fait ça la première fois, mais s'il fait un coup de génie,
Après, derrière, les établissements bancaires, ils disent ouais, le mec, il a quand même un peu de talent, on va le suivre, non? Oui, mais la difficulté aussi, c'est que quand tu as un groupe d'actionnaires, la rentabilité, elle ne se calcule pas sur 2-3 ans ou sur 5 ans, elle va se calculer sur les 6 prochains mois ou sur l'année. Et parfois, lancer et être visionnaire, le cas d'Apple notamment aux États-Unis est flagrant pour ça, c'est pas forcément sur le N+1, le N+2 mensuellement que tu le récupères. Ça va être sur 2-3 ans. Et Bill Gates, quand on regarde il a eu cette chance-là d'avoir des idées qui rapportent très rapidement. Ouais. À l'inverse, Steve Jobs, lui, parfois, si on regarde l'échelle de temps est beaucoup plus longue. Ouais, elle était énorme. Il était très visionnaire. Et pourtant, voilà, c'est tous les deux des gens qui ont bouleversé le monde de l'informatique. C'est vrai que Steve Jobs, il s'était fait débarquer, ils l'ont rappelé quelques années après pour le remettre en place et ça a repris quelques années avant de faire le carton qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est pour ça, c'est que lui, par exemple, il n'avait pas peur de se faire débarquer. Parce qu'en fait, après, il retournait au contact du consommateur et tout ça. Il avait perçu cette culture qui était en train d'évoluer, comme quoi les Français avaient besoin de manger rapidement. Le changement de la cuisine et tout. Et il retournait au contact. Et en fait, à chaque fois, c'est eux qui leur apportaient les tickets. Ça s'appelait les bons repas avant le ticket resto. Et en 63, ils lancent les tickets resto. Ça s'appelait le bon repas. Et le bon repas, ça ne suffisait pas. Ça suffisait pas d'aller dans les commerces autour de l'entreprise. Parce qu'en fait, l'entreprise, à partir de 25, devait lancer un self et ça ne se faisait pas d'aller que autour des commerces. Et lui, il a dit, ok, je vais vous emmener plus loin. Vous allez pouvoir aussi, en rentrant chez vous, vous servir de vos tickets resto. Et ça sera intéressant autant pour l'entreprise que pour vous. Et c'est là où il est rentré. Et donc, à chaque fois, il réécoutait. Et donc, il se faisait débarquer du burger. Il se faisait débarquer, mais lui, il allait sur les tickets resto. Pas grave. Mais le mec, c'était juste un génie ou il avait appris ça, tu dis, en passant par IBM? Ouais, mais c'était IBM, la preuve, au bout d'un an, il est le meilleur vendeur mondial. Et c'est comme le mec était câblé dès le départ, quoi. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Le Mozart du business. Quand j'ai fait la recherche des top vendeurs mondiaux, quels étaient les meilleurs vendeurs mondiaux, il est sorti. Et derrière, je me suis intéressée à lui et là, j'ai vu. Et il n'y a pas de bouquin sur lui. Non, cher auditeur, pendant que la moitié de la population regarde des séries et attend impatiemment la sortie du nouveau Game of Thrones, je regardais Elodie, Tiffen, elle, se mange les classements des meilleurs vendeurs du 19e et du 20e siècle. C'est pour ça qu'on a de l'info et de la vraie, hein, Tiffen? Ça va, toi, c'est intéressant. Oui, je suis en forme. Donc, aussi, t'es un peu à part, toi. Ah, puis je pense que aussi ces gens-là devaient suivre une maxime aussi qui était pour vivre heureux, vivons cachés. Parce qu'on ne peut pas aussi avoir leur volume d'activité et aussi d'être dans les milieux dans lesquels ils sont. Parfois, pour réussir, il faut savoir aussi rester caché. Pourquoi? Parce que la notoriété t'amène... Mais la notoriété à ce niveau-là peut entraîner donc de la médiatisation. Donc à l'époque dont parle Tiffen, c'était la presse, ça pouvait être la presse écrite. Et c'est quand on est dans les médias ou quand on parle de ce qu'on a fait ou de ce qu'on va faire, on n'est pas en train de le faire. Et je pense que cet homme-là faisait partie des hommes d'action. C'est une belle phrase, et puis il voulait faire du business. Lui, en fait, il s'en foutait complètement. C'est pour ça que même quand il se faisait débarquer, il rebondissait 6 mois après. C'est qu'il s'en foutait complètement. Il y a quelques grands patrons comme ça. C'est pas celui de Decathlon qui a jamais accordé une seule interview. T'as des mecs comme ça qui... j'ai même pas les noms. Celui de Zara aussi. Oui, c'est l'un des mecs les plus riches du monde en plus. Donc, et qui, c'est pareil, il vit très caché. Donc, vivons heureux, vivons riches, vivons cachés. Mais ils sont intéressants à étudier. Mais faut fouiller un peu pour trouver l'info, mais c'est intéressant. Ah bah merci beaucoup Tiffen. Ah bah c'était un sujet très intéressant. Merci Tiffen. T'avais autre chose à rajouter Non, tu nous enverras un petit lien que je puisse mettre pour nos auditeurs. TVA 5.5, quand vous tendrez un ticket resto, c'est Jacques Borel. Petite pensée pour Jacques Borel. Il est toujours vivant. C'est vrai que les tickets restaurants, c'est socialement quand même, si on se rend compte vraiment de l'impact que ça a eu quand même sur la société ou la vie pour les salariés, c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, on peut aller faire nos courses avec un ticket resto et je trouve que c'est très bien de mettre ce personnage à l'honneur parce que je trouve que socialement, quand même, c'est une avancée. Non, c'est... Tiffen, elle est au top. De toute façon, j'ai pas menti dans l'introduction. J'ai dit que les filles, elles étaient au top, donc elles sont au top. Hein. Merci Tiffen pour ces petites infos. Grand plaisir. Si tu as un lien, quelque chose à m'envoyer, que je le mette en description de la vidéo. Comme ça, les gens pourront se renseigner un petit peu plus. Parce qu'on a dit qu'on allait mettre en avant le contenu et toutes vos informations. Ce qui n'empêche pas de se marier un petit peu quand même. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, alors on n'a pas, et on s'était même pas consulté. Du coup, j'intercale une petite rubrique à moi
Avant, je mettais une petite info business, un truc que j'avais trouvé comme Ikea qui scannait les fesses, je sais pas quoi, je crois que j'avais mis ça à la première émission. Je vais rajouter là une petite astuce réseau. Alors, l'idée c'est que j'ai développé tout un programme de formation conférence qui s'appelle le super pouvoir de réseauter, dont on a déjà parlé. Et donc, il y a une des astuces, il se trouve que ça rejoint un truc dont tu viens de parler, c'est la technique, est-ce que tu la connais, du hamburger double cheese. Non, plus c'est pas une blague, c'est moi qui l'ai inventé. Mais est-ce que tu connais la technique réseau du hamburger double cheese? Alors j'ai même mis sauce poivre, après tu mets ce que tu veux. Il y en a une fois qui m'a dit ah mais j'aime pas le poivre, je m'en fous, tu mets du ketchup. C'est pareil, le hamburger double cheese, c'est quand tu envoies une information à quelqu'un, un contact, quelque chose qui l'intéresse ou qui t'a demandé. Tu lui envoies cette information, si c'est un contact ça marche très très bien, et tu préviens le contact. En fait c'est la technique du double SMS, et c'est un truc qui, j'en ai parlé en conférence, il y en a qui l'ont testé apparemment, bon voilà ils sont ravis, ça marche très très bien, c'est de prendre le temps, peut-être 4-5 minutes, d'envoyer un petit SMS à l'autre personne en disant j'ai envoyé tes coordonnées ou telle information à telle personne qui va certainement te recontacter concernant le sujet blabla. Je l'ai fait ce matin, j'ai eu un retour des 2 personnes quasiment dans l'heure, en disant ah ouais merci beaucoup pour l'info machin tout ça, et surtout ça a accéléré la mise en relation. Ils l'ont fait concrètement, c'est une petite façon de mettre un peu la pression du genre attention l'autre mec est au courant donc faites-le, parce que parfois on veut un contact puis ah ouais j'ai pas le temps de l'appeler, on l'appelle 2 semaines, 3 semaines après, voire pas du tout. Et là le fait de prévenir les deux, la mise en relation se fait plus vite, elle est de meilleure qualité, et surtout c'est qu'on a un retour très souvent. Moi j'ai un retour, les deux me préviennent ah bah c'est bon on s'est eu au téléphone, et là c'est ce que j'ai eu ce matin, j'ai reçu 2 textos 1 heure après des 2 quasiment dans le même temps. Donc voilà, c'est la technique du hamburger double cheese. Hein, voilà, je suis pas Monsieur Borel, comment il s'appelle le gars. Et j'ai pas encore retenu. C'est vrai que le texto est, je pense, un très bon support pour ça, pour les doubles informations. C'est rapide. Et effectivement, quand on est dans le business et qu'on dit qu'on va entre guillemets coopter ou aider quelqu'un à trouver du business, une mise en relation, ça veut dire mettre en contact les gens, mais ça veut dire un suivi et ça veut dire comment on s'y prend. Et effectivement, la méthode dont tu parles est à mon avis l'une des plus importantes à utiliser et la plus efficace d'un point de vue opérationnel. Donc voilà, c'était la petite info du hamburger double cheese. Merci, moi j'ai mis sauce poivre. Merci, Olivier. Je vous en prie. Merci à toi. N'en faites Trop pas trop fort. non plus. Non ouais je sais. Allez, maintenant on va passer à la rubrique d'Elodie pour vous permettre de vendre plus vite et plus cher. C'est la rubrique internationalement reconnue. La BBC m'a appelé, tout le monde m'a appelé. C'est j'ai venu, j'ai vu, j'ai vendu. Elodie, c'est à toi. Pour cette 5e émission, je mets l'accent vraiment sur une astuce. J'ai pu constater la semaine dernière, lors de rendez-vous, que finalement, peu de gens le savent et osent le faire. C'est quand on aborde le sujet du taux de transformation, déjà, ça parle peu. En fait, le taux de transformation, c'est quoi? C'est le nombre de devis signés par rapport au nombre de devis émis. Voilà. On part déjà sur un calcul basique. Combien tu On as devrait y signé? arriver. Jusqu'à maintenant, je suis. Jusque-là, Jusque-là ça va. T'as des gens qui n'arrivaient pas à suivre jusque-là? Non, ça va. Non, ça allait, ok, Ok. tu me rassures. Merci. Alors, le taux de transformation, souvent, on me demande est-ce qu'il y a un bon taux de transformation? Ouais. C'est un peu, un chiffre, il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre. À mon avis, en dessous de 30%, c'est quand même intéressant de s'interroger. Est-ce que ça ne veut pas dire que tu fais trop de devis? Au-dessus de 50% de taux de transfo, est-ce que ça ne veut pas dire que du coup, tu fais pas assez de devis ou que tu rencontres pas assez de monde? Ou que tes prix sont trop bas, du coup tu signes plus peut-être, non? Voilà. C'est ce qu'on m'avait sorti. Ah ouais? C'est exactement. Les prix sont trop bas, du coup c'est Moi, pas bon j'étais quoi. trop fière de mon taux. On m'a Ouais. dit tu vends pas assez cher. Voilà, c'est Ça te parle toi Patrice? Je vois Patrice qui se fend la gueule. Ça a été toute une partie de ma vie, ce dont vous parlez. Donc, Vas-y, ça me parle raconte-nous. très bien. Quand j'étais dans le commerce informatique notamment, et même dans l'hôtellerie, le taux de transformation fait partie des critères essentiels à vérifier, à checker. Et effectivement, ça fait partie. Mais de rappeler concrètement, je trouve, justement par ces 2 mots, signé, émis, quelque chose de simple mais de réel, c'est bien de remettre les gens dans le réel, parce que ça parle vraiment de la réalité en fait du terrain. Et du coup Hello? Donc du coup, pour cette histoire de devis, si la question c'est est-ce que vous faites peut-être trop de devis, c'est tout simplement d'impliquer notre contact ou notre prospect avant de faire un devis. Tout simplement, on est en rendez-vous, nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un, il peut Ouais. arriver que la personne dise quels sont tes tarifs? Parfois c'est une vraie question intéressée parce que la personne souhaite vraiment savoir quel est le prix de notre prestation. Parfois c'est juste pour avoir un devis comparatif, ou Ouais. c'est juste pour avoir une vague idée. Mais il suffit peut-être de poser la question. Comment ça? D'accord. Quelle question? La Ah, question de d'accord.
savoir oser poser la question de pourquoi est-ce que tu souhaites le devis. Ouais, donc tu impliques directement l'interlocuteur en lui demandant, ouais d'accord, Ça, c'est vrai. tu vas Pour plus quelle loin. raison tu souhaites le devis. Enfin, je vois Patrice et Tiffen autour de toi, ils sont en transe complète. On le fait trop peu Ils sont- souvent. Bah ouais, On Parce n'ose que, pas. parce vous qu'on a êtes peur. d'accord, hein? Ouais. Ah oui, Vous validez. Parce que ça nous rassure à nous, en fait, quand on vend, de faire un devis. Pour nous, en fait, faire un devis, c'est engager un processus Ouais. de vente. Ouais, tu passes une étape. Sauf que faire un devis, c'est engager rien du tout si la personne en face l'a pas demandé ou la veut pas. Si c'est tout simplement oui, envoyez-moi une proposition, Pour nous faire plaisir. c'est pour nous faire plaisir. À ça, poser la question pourquoi vous souhaitez une proposition. J'ai eu le cas la semaine dernière, Ouais. quelqu'un qui me dit quels sont tes tarifs. Je lui ai expliqué vaguement quels étaient mes tarifs. Elle me dit est-ce que tu peux me faire une proposition. Je lui ai tout simplement demandé pourquoi tu as besoin de la proposition. Parce que tu vas la soumettre à ta direction ou parce que tu as besoin d'avoir une idée, Ouais, déjà pour savoir ce qu'elle va en faire, ouais. savoir ce qu'elle va en faire. Qui va la lire? Qui va la lire, ça me permet moi de savoir aussi est-ce que le devis est pressé, Ouais. oui ou non, Mhm. comment je dois l'orienter. Idéalement, un devis, on ne l'envoie pas par mail, on le présente. Alors moi j'ai toujours entendu parler de la vente qui se fait en physique, mais alors le devis en physique systématiquement, tu peux pas toujours. Si ton client est pas Il y a effectivement différentes typologies de vente, mais j'allais dire pour les start-upers ou les patrons de TPE et même de PME, quand on a la possibilité de le faire physiquement, c'est se donner un pourcentage de réussite plus important. Ça, on est... Oui, d'accord. Parce que qu'est-ce que tu fais en premier lieu quand tu ouvres ton email, tu ouvres ta pièce jointe, tu regardes le prix. Ouais, t'as pas le truc regardes qui pas le accompagne, mail. t'as pas le message Ouais. qui va avec. Il n'y a t'as pas le message, il n'y a Ouais. pas l'accompagnement vers la décision. T'as pas le petit sourire, t'as pas le côté humain. Non, mais c'est- Par mail. Là, c'est vrai que moi, je rejoins à 300% Elodie sur ça. Et puis le contact humain, avoir son interlocuteur en face, regarder s'il fronce les sourcils, regarder s'il va rejeter votre document en le poussant des mains ou au contraire en l'acceptant physiquement. C'est des critères dans la vente qui sont primordiaux pour la réussite d'une vente. C'est primordial de savoir comment c'est le tarif, là en l'occurrence, où la prestation va être reçue. Tu t'es concerté avec Elodie avant de venir dans l'émission. En fait, Non. vous vous êtes appelé. Non, en c'est loose surtout day. Elodie qui Vous nous avez... Tiffen qui prépare bien leur T'as émission. l'impression qu'ils sont de mèche tous les deux. Alors que Patrick nous a Vas-y. demandé plusieurs fois, faut que je prépare quoi pour l'émission? J'ai surtout rien, viens comme tu es. Ce qui est le principe C'est de ça. l'émission, c'est que les gens viennent, voilà, et que ça soit total. Nous, on prépare nos trucs, mais voilà, que l'invité vienne et réagisse directement aux infos. Bah là, Elodie, c'est... Donc voilà, pour bah, résumer, écoute, osez poser la question et impliquer votre contact avant de faire une proposition. Mais c'est super. oui, vas-y. rubrique. C'est une super rubrique. Non, Bah mais ouais, c'est, mais la tienne aussi était pas mal, c'est- tu sais. Non, c'est vraiment bien. Non, Non, mais c'est- je suis d'accord. De toute façon, c'est toujours super. Par contre, moi j'ai une question parce que moi qui suis pas super vendeur, ok, tu dis bah pourquoi. Mais alors j'imagine que ça pourrait faire l'objet d'autres rubriques par la suite. Je vois Elodie qui oui, parce qu'après, oui, poser la question pourquoi, ça suffit pas toujours. Après, il faut savoir détecter le truc, savoir l'utiliser, comme tu dis. Oui, Prenons c'est un pas- cas concret. ouais. Toi, si quelqu'un vient te voir et te demande combien coûte ta prestation, soit la personne, tu as déjà eu un échange avec elle Ouais. et tu as eu l'occasion de discuter et tu arrives vraiment au moment où en gros elle te demande combien ça coûte, je suppose que la personne qui va venir te voir, qui rentre juste dans les locaux et qui te dit c'est combien, Ouais. tu vas pas lui dire c'est tant d'euros, tu vas lui demander Non. qu'est-ce qui vous intéresse. Faut que je dis c'est 4000, comme ça on sait jamais. Si elle me fait le chèque direct sans savoir pourquoi, c'est toujours ça de prix. Après, Bon, ça encore marchera une fois, pas beaucoup. Mais... ça, cette astuce que je vais donner va pas fonctionner pour la vente par internet. On est bien Oui, d'accord. on est bien d'accord Enfin, que oui, il y a des modes de commercialisation qui sont Non. particuliers, oui, Ça, évidemment. c'est en face à face. Oui, Exactement. c'est effectivement bien d'en parler. La vente sur Internet, qui est maintenant gérée par l'intelligence artificielle, qui est même plus gérée Ouais. par des humains. Là, Elodie parle d'un domaine de vente qui existera d'ailleurs, je pense, dans encore plusieurs années. Oui. C'est-à-dire qu'elle parle de vente qui nécessite autre chose qu'une intelligence artificielle et autre chose qu'un ordinateur. Et donc, l'humain, c'est avant tout le contact entre deux personnes. Et donc, le fait de demander pourquoi, et moi, le premier, j'avais pas forcément cette aptitude-là. Ouais. J'avais la timidité un peu de dire que ça se fait pas, quoi. On va pas demander aux gens pourquoi. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des tas de façons de le demander et qui sont naturelles. Effectivement, on nous demande un prix. Mais pourquoi ne pas demander le pourquoi ? Ok. Et tout simplement pour faire gagner du temps à tout le monde. La plupart d'entre nous Oui. et nos auditeurs sont dans du B2B, donc du business to business. On en parle de professionnel à professionnel. On sait tous
que le temps c'est de l'argent et que notre temps est précieux. Donc à un moment donné, la personne en face, on l'implique aussi en lui disant « Moi je veux bien prendre du temps pour se faire une proposition, Ou alors, mais je suis pourquoi d'accord. je vais prendre Ouais. du temps pour ça ?» Oui. C'est Parce que c'est faire pas- un devis, ça prend du ça temps. prend du temps, c'est pas Surtout plus qu'on fait pas compliqué que ça. forcément des produits standardisés, on s'adapte toujours à la personne en C'est face. ça, on adapte toujours le Et- devis. ouais. Et c'est de toute façon, le devis, c'est déjà il y a une étape de réflexion intellectuelle de la part de la personne qui fait le devis, et donc qui déjà s'implique dans le projet ou dans la C'est réalisation. ça. Ouais. Et donc le devis, effectivement, c'est déjà, j'allais dire, il y a d'ailleurs certaines sociétés qui facturent les devis. Alors ça se voit pas trop dans nos domaines alors ça, d'activité, Ouais, mais notre il y a activité. certains pays, je veux dire, allez, Ah en, ouais. allez en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, certaines activités vous feront des devis, mais les devis seront facturés. Merci Elodie, est-ce que tu avais plaisir. encore un petit quelque chose à rajouter pour Non, c'est cette bon. petite rubrique? Alors écoutez, ça tombe bien parce qu'on va passer à la rubrique Agenda Éco avant de passer à ton interview. Patrice, tu vas voir. Et en fait, on fait systématiquement la sélection d'un ou plusieurs événements. Alors, sachant que l'émission est enregistrée, on a pris de l'avance. On est le 13 mars. Pour une fois, on a quasiment 15 jours d'avance pour l'enregistrement de l'émission. On s'organise, comme on a dit qu'on essayait de sortir une émission par mois. On s'est un petit peu organisé. Donc on l'a fait un peu en avance. Et du coup, on est un petit peu trop en avance pour trouver les événements qui vont avoir lieu en avril sur Toulouse. Parce que je suis allé regarder, j'ai dit mince, Ah, ils la ont pas... province, Eh alors. ouais, voilà. Et donc du coup, Elodie n'est pas au courant. Mais c'est ton événement que je voulais mettre en avant. Eh ouais, t'étais pas au courant. La conférence que tu vas faire le mois prochain. Eh oui, à la tête qu'elle fait. Bah, Ah si. Si. Et donc la conférence d'Elodie, alors le titre, pas définitif, on est en train d'y travailler, c'est comment conclure une vente. Et donc voilà, donc ce sera à la firme. Ce sera le jeudi 11 avril dans l'après-midi. On verra les petits détails, tout ça, le temps de diffuser l'émission. Mais voilà, donc j'ai envie de mettre ce truc-là en avant. Écoute, j'ai cherché pas mal de trucs. Moi, je trouve qu'il y a toujours les mêmes sujets qui reviennent. Et il y a certains sujets, moi, j'en peux plus. Bon, je vais être un peu trash. Le management agile, les trucs collaboratifs, machin. Bon, c'est très bien, mais c'est toujours la même chose qui revient. Et je pense que, alors je sais pas si culturellement, des vraies formations ou des conférences sur la vente, sur le marketing, des trucs un petit peu plus punchy, je trouve que ça manque un petit peu. Sur la finance notamment, Patrice avait fait une intervention ou deux sur la finance et je pense qu'on va s'y recoller parce qu'il y a des sujets comme ça qui pour moi sont clés, notamment dans nos vies d'entrepreneurs, et on les aborde pas assez. Moi, j'ai l'impression, quand je vois les conférences des fois qui passent, c'est souvent des trucs, j'ai l'impression de voir des trucs de cadre sup, quoi. Je vois pas des trucs d'entrepreneurs. Il y en a, hein, et je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a pas assez. Et du coup, voilà, moi je trouve qu'Elodie, elle fait des trucs vachement bien, et donc j'avais envie de la Mais mettre en avant, et donc voilà. Et quand Tiffen interviendra, je ferai pareil, et puis quand ce sera Patrice, pareil, voilà. Non, surtout, c'est comme les astuces qu'elle vient de nous donner, c'est qu'elle nous apprend à déculpabiliser de vendre. Et c'est ça. C'est Mais c'est vraiment... ça. C'est ça, c'est que... Elle est toute gênée, Elodie, elle est Ouais, toute rouge, vous le voyez pas, elle est toute rose, elle sait plus où se mettre. Hein, Patrice, tu Non, je confirmes, confirme, elle est je toute confirme. rose, elle était pas au courant. Bon, Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute des caméras dans le studio. Oui, on le fera. Mais parce que créer des produits c'est bien, apprendre à les vendre c'est pas facile, vendre, il y a une image de la vente et tout ça, et elle nous apprend vraiment à déculpabiliser de vendre, de se dire mais ouais on a le droit, on est là pour ça quoi aussi. Et donc c'est intéressant. Par des simples petites questions, des simples astuces. Oui, alors oui, mais ça paraît être du bon sens, mais ça Mais- l'est pas forcément, parce que c'est mais quand même de la c'est, technique. Sur la déculpabilisation dont parle Tiffen, l'idée c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, si tu as décidé toi de créer ton entreprise, de produit ou de service, qu'importe, si tu as décidé de sortir du schéma classique et rassurant du salariat et de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as eu une idée, c'est qu'il y a une flamme quelque part chez C'est toi. Et donc cette flamme-là, pourquoi tu resterais derrière ton bureau? Pourquoi tu aurais peur de vendre? Pourquoi tu aurais honte de vendre alors qu'on peut le faire bien et de manière équitable? Alors, je sais pas, Patrice, ce que t'en penses, Voilà. est-ce qu'il y a un côté culturel Bah, c'est demander de l'argent. Oui, et ça va dépendre des personnalités en Oui. fait, de chacun. Il y a des profils psychologiques qui vont être faits pour ça, c'est-à-dire qu'ils n'auront, qui vont avoir souvent un ego un peu plus, qui vont s'écouter plus eux que ce qu'ils font aux autres, et donc ça pourra être de très très bons vendeurs. Mais je veux dire, ça n'a qu'un temps. Ouais. Et je pense que par contre, après, il y a effectivement des gens qui sont dans le conseil, dans l'écoute, et qui peuvent être de très très bons vendeurs à justement se déculpabiliser. Le fait de vendre, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose d'interdit. Et on se met des tabous dans notre vieille Europe qui sont incroyablement forts comparés au monde anglo-saxon ou même asiatique. Bon, allez, on enchaîne. Ouais. On va passer maintenant
Patrice, à l'interview cash. Donc tu connais le principe, ça va être 3 doubles questions. En fait, tu vas avoir 3 fois la même question, mais de 2 façons différentes. Donc Elodie va te la poser d'une manière plutôt sérieuse et institutionnelle, avec une jolie voix France Bleu, Radio Midi-Pyrénées. Et moi, je vais traduire exactement la même question. Alors je vois que tu sors ton petit calepin, t'as préparé tes... Non. C'est comme les politiques, hein. Je connais pas vos C'est questions, ça. mais moi C'est- j'ai c'est pour préparé mes préparer les- réponses. C'est pour préparer les éléments de langage, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Et donc moi je traduirai exactement la même question, mais version un petit peu plus Trash. cash. Et donc tu choisiras la question, la version que tu préfères. Donc tu pourras choisir soit celle d'Elodie, soit la mienne. Et donc on va commencer avec la première question. Sur le principe, ça te va? C'est bon? Eh ben, avec on, grand va voir plaisir. on va voir si t'es cash ou pas. On va voir. Alors pour quelqu'un qui bosse dans la finance, j'espère que tu vas pas nous décevoir. Je pense que je peux l'être. Tadam. Allez Elodie, je t'en prie. Donc première question qui s'appelle « Kiffe ton banquier ». Tu dis souvent que la relation humaine est extrêmement importante quand il s'agit de discuter financement professionnel. Tu pourrais nous donner plus de détails sur ce sujet, s'il te plaît? Quand tu parles de relationnel avec ton banquier, tu inclus la notion de chantage et de menace, ou toi perso tu serais plutôt du genre à conseiller directement le kidnapping de sa famille pour obtenir le financement plus rapidement? Quelle question je vais choisir? Je pourrais répondre aux deux, mais oui, Choisir. effectivement, je vais prendre celle d'Elodie, parce que le kidnapping peut être efficace, mais vu que c'est pas celui que tu vas kidnapper qui décide, pour le coup, ça, on n'aura pas le bon résultat. Ah, dans ce cas-là, c'est bien amené. Hein, c'est bien amené. Ah, c'est ok, d'accord. Ok, il nous a eu. Et oui, en fait, quand je dis de relationner, en fait, et de comment relationner avec son banquier, mais d'ailleurs, il n'y a pas que votre banquier qui peut vous apporter des financements et des solutions à des problématiques de trouver des fonds. La personne que l'on rencontre très souvent dans le milieu bancaire, ça va être son agent, comme on dit, ou son chargé de clientèle, Ouais. le fameux terme, le chargé de clientèle. Alors rémunéré dans certaines banques, non rémunéré dans d'autres projets, je veux dire, tout ça, c'est pas le propos. En fait, cette personne-là, ça va être notre porte d'entrée pour aller chercher de l'argent, chercher des fonds, ou du moins relationner avec sa banque. Et en fait, c'est cette personne-là qu'il faut cerner. C'est cette personne-là qu'il faut connaître, avec qui il faut relationner. Mais il faut la connaître vraiment, j'allais dire, sur des aspects auxquels on ne pense pas forcément. Genre Connaître sa situation familiale. Ah, tu vois. Quel âge elle a, voilà, savoir si, par exemple, comment essayer d'étudier dans sa façon de se présenter, dans sa façon de s'habiller. Il faut vraiment être profiler de cette personne-là. Parce que c'est cette personne-là qui va aller vendre votre projet à ces instances. Alors, très souvent, vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette personne-là n'est qu'un passe-plat. J'ai beaucoup de respect pour les chargés de clientèle, mais ils n'ont plus ou très peu de pouvoir de décision. Depuis longtemps? Ça a changé récemment? Sauf ou... depuis une dizaine d'années. Okay. Depuis une dizaine d'années, les règles au niveau des groupes ont tellement changé qu'ils vont avoir des pouvoirs de décision sur des dossiers, mais sur des montants, sur de très très faibles montants. Okay. Dès que votre projet va dépasser, j'allais dire, 15 000 ou 20 000 euros, il y aura de toute façon besoin d'un aval de sa hiérarchie. Okay. Alors au minimum du chef d'agence, mais il faut savoir que les chefs d'agence n'ont pratiquement plus de pouvoir de décision. En fait, toutes les banques sont structurées de la même façon, pratiquement, du moins les banques de la vieille Europe. C'est qu'en fait, le service commercial, donc le service qui est en contact avec vous, n'a plus le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, il est lié aux cellules risques. Et donc, ce sont des gens, des analystes crédits, qui vont décider ou pas du fait que votre projet peut être financé. Et donc, ces gens-là sont complètement décorrélés en fait de votre quotidien, ils sont juste là pour enregistrer des données dans l'outil et voir ce que dit l'outil en oui ou en non. Donc ton chargé de clientèle, ça va être la petite graine d'humanité qui va venir un peu... Qui peut se battre pour que ouais. votre dossier, qui peut être refusé par l'ordinateur ou par l'analyse risque, fait que lui va dire non, écoute, là, l'ordinateur se trompe, ou en tant qu'analyse de risque, tu n'as pas pris tel ou tel facteur à prendre en compte dans ce dossier. D'accord. Donc c'est vraiment une personne à en prendre en compte et surtout à l'étudier. Parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon quand on a affaire à quelqu'un qui est chargé de clientèle depuis 30 ans ou à une jeune chargée de clientèle. Voilà, voilà les filles, si vous décrochez pas vos financements pro avec ça... Enfin, si je comprends bien, c'est faut qu'on arrête de voir notre banquier finalement comme un portefeuille, quoi. Faut le revoir comme un humain. Il faut le revoir comme un humain qui est dans un écosystème. Ouais. Donc il faut à la fois comprendre l'humain et
et aborder son écosystème aussi, ce qui est important. Par exemple, on entend beaucoup parler d'énergie renouvelable, vous savez, des projets sur le photovoltaïque, ce genre de... Eh bien, il faut savoir qu'actuellement, même si toutes les banques s'y sont mises à peu près maintenant, ou les instances financières, il y a eu des précurseurs et sur chaque sujet, sur chaque domaine, il va y avoir des précurseurs. Donc en fonction aussi des projets, il est bon de savoir quels sont les précurseurs, parce que très souvent, en fait, vous, en tant que TPE ou petit entrepreneur, on est souvent précurseur. Ouais. Et donc, à qui apporter son projet. D'accord. Mais pour l'histoire, en fait, moi, la première fois où on se connaissait, mais j'avais une cliente qui recherchait un financement, et on a rencontré Patrice, avec qui on a fait le rendez-vous, et je n'avais jamais vu aborder, donc on a parlé, il a dit les possibilités, et tout d'un coup, il a dit, mais maintenant, on va parler du qui. Et en fait, c'était une femme, elle était jeune, donc t'es une femme, t'es jeune, donc on va plutôt aller voir des hommes, on va plutôt aller voir, il faut les voir, ils n'ont pas 30 ans de carrière, ils ont tant de carrière, parce que 30 ans, ils sont fatigués, enfin, il nous a sorti un profiling, Ouais, et en ça, fait, profiling, c'est la première fois, moi, que je vois, et là, moi, j'ai adoré, c'est le qui, quoi, enfin, et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Ok. En fait, sur l'entretien, là on parle d'un cas concret, mais sur un entretien, on n'a jamais abordé l'aspect financier et monétaire du dossier. Parce qu'en fait, j'allais dire, pour moi, il est de toute façon inévitable, mais il est très froid. Oui. Il est très froid. Un plan de financement, un expert comptable peut le faire. Mais c'est pas sur... C'est une partie de la décision, mais ce n'est qu'une partie. Et il faut s'intéresser sur l'autre partie, qui est justement l'humain. L'humain. Et qui va aller défendre ce plan? C'était très clair. Alors, tu as le droit de prendre la question d'Élodie, parce que la réponse était quand même pas mal. Alors, question numéro 2. Vas-y, Élo. Question numéro 2, donc sur la Love Money. Pour lancer une boîte, tu nous conseillerais de faire appel à l'entourage familial, en passant notamment par ce qu'on appelle la Love Money? Non mais sérieux, Patrice. Se financer le lancement d'une start-up à moitié bidon, qui a au mieux une chance sur 1000 de fonctionner, tout ça en tapant discretos dans le Codévi ou dans les assurances vie de grand-mamie, ça risque d'être un petit peu ric-rac quand même, non? Et c'est vraiment à prendre en considération. Attends, tu triches. Question d'Élodie ou la mienne? Le Codévi ou... Le Codévi de grand-mamie avec les assurances vie. Je prends la mienne. Je vais prendre ta version. Je vais prendre ta version. Pour l'instant. Je vais jouer la question décisive. Je vais prendre ta version. En fait, taper dans le Codévi de grand-mamie pour fonder une activité, ça me paraît pas franchement scandaleux. Ça c'est cash. Parce que quand on prend un peu l'historique de nos grandes familles françaises qui détiennent la monnaie, qui détiennent le cash, très souvent quand même on s'aperçoit que c'est de famille. Alors effectivement, de nos jours, il y a des personnalités qui émergent, des gens qui se sont faits tout seuls. On a eu Bernard Tapie dans les années 60, son nom est à nouveau à l'affiche en ce moment. 60 qui a commencé si vieux que ça? Depuis les années 60. Oui, c'est vieux que ça, Bernard? Oui, et on a le cas du président, par exemple, de Free, qui a lui, on va dire, qui s'est fait de ses propres mains. Mais le fait de taper le Codévi de grand-mamie, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que, j'allais dire, si vous avez... Alors, d'en taper le Codévi de grand-mamie, je préférerais dire que ce soit grand-mamie qui accepte de nous confier cet argent-là. Exprès de tourner la question de manière un peu malsaine. Un peu malsaine. Mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des projets auxquels on croit, financés par la famille, c'est effectivement important parce que c'est important pour se lancer, de trouver des fonds et de pouvoir fonctionner, de pouvoir payer les premières factures. Et bien, si la famille déjà croit en nous, je pense que c'est quand même extrêmement important. Et c'est d'autant plus facile aussi pour aller convaincre des banquiers, parce que, par exemple, grand-mamie, elle connaît des banquiers, nos parents connaissent aussi des banquiers, et donc là, on rentre dans la puissance aussi d'un réseau. Il ne faut pas avoir peur, quand on crée une entreprise, de vraiment réfléchir à avoir un spectre très large, et notamment sur la recherche de financement. Quand je disais que BPG, le P, c'était pragmatique, je plaisantais pas. Et parfois, convaincre ses parents est plus difficile que de convaincre des banquiers. Bon, ça fait un partout. Merci Patrice. En tout cas, on va pouvoir la réécouter plusieurs fois, celle-là, je te le dis. Allez, question numéro 3, Élodie. Astuce terrain. On sait tous, en tant qu'entrepreneur... Oh là là. Et pourtant, on est lundi soir. On sait tous en tant qu'entrepreneur que le nerf de la guerre, c'est le financement. Tu aurais 2-3 astuces terrain rapides à partager avec nous? Bon, ok Patrice, parlons cash. Un pro comme toi qui traîne ses guêtres depuis des années dans le milieu bancaire, on sait bien qu'on va pas pouvoir te la faire à l'envers. Alors pour ces 2-3 petites astuces, dis-nous franchement, combien tu veux?
Ah, merde. Quand je vois sa tête, je me dis ça va nous coûter cher. Effectivement, plus les produits sont... ça pourrait être le cas. Je vais répondre à la question d'Élodie. Ouais, t'as gagné, Hello. T'as gagné. Les astuces, en fait, j'allais dire, elles sont relativement simples et tout aussi pragmatiques que les conseils que tu donnais au niveau de la présentation d'un devis ou de la vente en elle-même. Un plan de financement qu'il faut adresser à un banquier, ça, il faut le faire par des professionnels. Alors, ça peut être des experts comptables, ça peut être des gens que vous connaissez qui ont l'expertise technique, mais bon, c'est quand même pas très compliqué. Ça, je pense qu'il faut le faire valider par des professionnels. Sérieusement, c'est la partie sérieuse, il faut pas. Voilà, Tu peux pas y couper. c'est la partie où on n'y coupe pas. Et après, la partie effectivement qui est beaucoup plus délicate, c'est savoir à qui s'adresser et comment s'y adresser. Là, ça nécessite de l'expérience terrain et du réseau. J'en suis très attristé de vous dire ça. Pourquoi mais attristé ? mais parce que ça pourrait être plus simple. Ça pourrait être plus simple. À l'heure de Internet, peut faciliter l'accession au financement. Bon, on s'aperçoit que déjà que leur réussite n'est pas si fracassante que ça. Mais à un moment ou à un autre, il faut faire parler l'expérience. Et cette expérience-là, il faut aller la chercher. Après, ouais, parce qu'après, par rapport à ça, on revient beaucoup aux banques et tout ça, mais en fait, il y a une multitude. C'est là où il faut être inventif et c'est là où il faut être créatif. Comment ça, multitude de quoi tu veux dire ? Le financement, c'est un univers, quoi. Les banquiers ne seront pas les financeurs de demain, ça, j'y crois plus. Ah ouais ? J'y crois plus. Mais t'as quoi comme nouvelle source de financement possible ? Enfin, qui émerge là, les capital risques. Les capital risques, les fonds d'investissement et les partenaires, les privés. Les privés, des gens qui ont des fortunes. Ouais. Et alors après, il y a des grosses fortunes, mais il y a aussi des petites côté fortunes. business angel ou pas ? Tu parles oui, de quoi ? on peut les mettre dans ces catégories-là. Dedans, sauf que c'est pas forcément des gens qui vont s'afficher comme business angel. Quand t'es un petit entrepreneur qui débute, comment tu fais pour aller... voir Patrice. Non mais d'accord. Ok, bonne réponse. Tu vois, elles sont très pragmatiques aussi. En fait, parce que le problème, c'est ça, c'est que tout le monde, c'est toujours la même chose. Hein, tout le monde prend le même chemin. Donc en fait, un banquier se retrouve en plus avec X dossiers sur la table, que le tien pourrait naviguer dans d'autres sphères. Mais bon, il faut connaître dans d'autres sphères ou sur d'autres autoroutes qui sont moins bouchées. Bouchonné. Ils sont moins bouchés. Il n'y a pas de vin dans le studio. Il y a plein de choses. Et moi, j'avais découvert aussi tout ce que faire rentrer en bourse une PME. Enfin, je ne connais pas les termes techniques, mais pendant un temps, pour qu'elle puisse aller lever des fonds. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une grosse méconnaissance il y a le sur ces sujets-là, sur le ouais. financement. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est Avoir opaque. des idées, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui explique d'après toi et est-ce que ça va évoluer qu'il y a un manque d'informations sur ces sujets-là ? Est-ce que c'est les entrepreneurs qui vont pas chercher l'info ou est-ce qu'il y a un problème de communication d'infos ? Alors je pense que il y a un phénomène sociétal aussi. C'est que la banque d'aujourd'hui ou le monde du financement d'aujourd'hui ou d'hier ne sera plus dans 2-3 ans. Tout ça évolue 2-3 ans, tu très dis ? très vite. Ouais. Oui, peut-être même avant. Oui. Il y a un terme que j'aime pas peu, mais je vais quand même l'employer. On a connu l'ubérisation. On parle d'ubérisation. Ouais. Le cas de Uber dans les transports et dans la façon dont les gens abordaient le transport et la façon de se déplacer. La banque, le monde monétaire et financier, je vais même au-delà, à un moment ou un autre, ne va pas y couper à sa transformation. Alors, il est en train de vivre une transformation digitale avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Ouais. Les banques investissent énormément dans ce secteur. Il faut savoir que les banques aujourd'hui n'investissent pas sur l'humain. Elles investissent sur le meilleur logiciel, la meilleure IA. Les premiers emplois dans les banques de nos jours, c'est des informaticiens qu'on va chercher. C'est pas des financiers ou des gens qui connaissent la mathématique financière. Tout ça, on s'en moque. Tous ces gens-là vont être remplacés par des machines. Okay. Là, on cherche des gens qui développent de l'informatique et donc du code, tout simplement du code. Mais je pense que nos mastodontes, parce que c'est qu'on parle quand même de mastodontes, ne vont pas forcément avoir l'agilité qu'il faut pour réagir au bouleversement qu'on va vivre sur les prochaines années dans nos métiers. D'accord. Voilà.
Bah écoute, rendez-vous est pris dans un an ou deux, hein. Moi, 3 ans, j'ai ça va aller j'ai vite. un exemple en Bretagne, c'est un type qui... Non, mais, Pourquoi la Bretagne? mais parce que c'est un type qui a monté, il a 4 McDo à son actif, il marche super bien, le fisc lui tourne, enfin même le contrôle, il a des contrôles fiscaux, tous les fiscaux. Il y en a tellement tous qui les sont ans. fiscaux, les contrôles. Ouais, parce qu'ils se disent il y a un loup quelque part. Et lui, rien que lui, il a investi dans 15 entreprises différentes de la région. Ça Ouais. devient un investisseur. C'est un investisseur. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qu'on Mais disait, les privés, ouais. C'est une banque privée à lui tout Ouais. seul. D'accord. Et en fait, mais par contre, il faut y accéder, il faut le connaître, faut faire, et donc il faut une connaissance du terrain. Ça, Patrice, c'est le type de financement dont tu parlais, ça Ça, peut être ça. Et ça, j'y crois dur comme fer parce Ouais. que, comme vous le savez, moi, au quotidien, je suis en face à face avec des dirigeants Ouais. ou avec des directeurs financiers. Parce que c'est quand même mon quotidien. J'ai un aspect où je vais voir les financiers, mais j'ai quand même 80% de mon activité, c'est de voir des chefs d'entreprise ou des directeurs financiers. J'ai énormément de chefs d'entreprise dans plus de la moitié de mes rendez-vous Ouais. qui me disent « Monsieur Gasque, on a cette somme d'argent, comment on pourrait l'investir ?» Et on aimerait D'accord. investir, le mettre sur des petites sociétés. Ok. Et ça, c'est énormément de volonté. C'est-à-dire que les patrons, et donc ceux qui sont, j'allais dire, sont un peu au-dessus du start-upper. Et qui sont partis peut-être qui savent d'où ils viennent et non, t'es dans Oui, cette logique-là. il y a effectivement cette logique aussi de rendre un peu ou d'améliorer les conditions qu'ont pu connaître Ouais. quand ils ont démarré. Non, c'est surtout qu'ils n'ont plus confiance au système. Ouais. Puis ils Ils sont ont- sensibles au sujet de Et l'entrepreneuriat parce sont qu'ils en sens- viennent. Donc, voilà, ils en viennent, ils ouais. connaissent, et c'est surtout qu'ils n'ont plus confiance au système mais que c'est leur plutôt bon propose. signe, ça, pour l'économie. Mais, et ça, Hein j'en suis, et je pense que c'est effectivement en termes d'émulation, Ouais. puis de recherche d'idées, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et les chefs, je vous dis, les chefs d'entreprise que je rencontre, j'en ai plus d'un sur deux qui me disent Bon, Patrice, bah, dans quelle boîte on pourrait Eh, investir? il nous aura mis la pêche parce que je trouve ça hyper optimiste. Ouais. Et du coup, on va enchaîner. Et alors, attention, le Grisby Crush, enfin non, le Grisby Fight maintenant, parce que j'appelle ça le Grisby Fight, pour continuer sur cette logique d'humain, de relationnel et de bienveillance et de bonté. Ça sera une interview Bernard Madoff. Alors, eh ben oui, vous pouvez pas y couper, hein. On parlait finance, alors je suis parti sur Mais Bernard c'est pas le Madoff. financier, lui, il n'avait pas d'argent. Non, Ouais. mais justement, on va en parler. On va voir si tu connais bien le sujet. Donc, je rappelle le principe. Il va y avoir 3 questions. La 4e sera pour les auditeurs avec le super génial cadeau. Hein, Elodie rigole pas. Donc, 3 questions. À chaque fois, je pose une question. Et puis, en fait, tu es contre les filles. Donc, elles sont ensemble. Ensemble. Alors souvent tu verras elles sont pas d'accord, il y en a une qui répond avant l'autre, mais attends on s'est pas mis d'accord, ça arrive assez souvent. Donc le temps qu'elles se concertent, t'as le temps de... Toi t'es tout seul. Et bon là je suis allé un petit peu sur ton terrain, donc on va y aller. Allez, première question, donc Bernard Madoff, la deuxième sera aussi que du Bernard Madoff. Des investisseurs floués sur tous les continents, un montant record de pertes, des défaillances et des négligences à tous les niveaux. L'affaire Bernard Madoff a débouché sur la plus grande escroquerie financière de tous les temps, pour laquelle il a été condamné à 150 ans de prison. Mais à combien se monte-t-elle? Quel montant cette escroquerie? Ah, celui qui va faire juste prix, celui qui me donne le... ou c'est vous les filles, qui me donne le chiffre le plus proche. Allez, façon juste prix, à combien se montait la fameuse escroquerie de monsieur Mister Madoff? Patrice, je sens que t'es chaud là. Vas-y, J'ai réfléchis. surtout peur de me vautrer. Ah, on coupera ou pas? 1,5 milliard? 1,5 milliard de dollars? Oui. Ok, et vous les filles? 1,5 milliard. Oh, allez-y au pif. Allez. Ah, est-ce que les- Allez. 1 milliard. 1 milliard. En fait, vous la jouez stratégique à Ouais. chaque fois. Et ben, vous savez quoi? Le fait de la jouer petit joueur comme ça, et ben, c'est Patrice qui gagne. Et pourtant, il est très loin de Ouais, la c'est- bonne réponse. c'est des C'est milliards. 50 milliards de Oh, dollars. putain. C'est au-dessus du PIB du Sénégal. Wow. Je suis allé voir tout à l'heure le classement des 50 PIB. 50 50 milliards. Je crois que le PIB du Sénégal, j'avais trouvé un truc du genre 45 milliards, un truc comme Ah ça. ouais. On est sur des montants hallucinants. Mais On est- c'est Patrice qui on est remporte des- le point. Donc oui, tu t'es planté, mais t'as gagné quand même. Pragmatique, le P de pragmatique. Deuxième question. Ouais, c'est impressionnant, hein, 50 milliards à des moments, Ouais. c'est... Deuxième question. Donc le système du fonds Madoff consistait en fait à utiliser les sommes versées par les nouveaux clients pour rémunérer grassement les clients plus anciens. C'est un vieux classique. Mais comment s'appelle ce système? Pyramidal. Ça a un nom plus précis que ça. Ouais, ça porte un nom. Très précis. Ce système comme ça de... Oui, il y a un côté pyramidal, mais il y a un nom plus... Ah, oh, je sens que ça sèche là de partout. Je gagne, tu perds. Non, c'est pas ça. Non, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom d'un personnage qui a, je pense, mis en place, qui a défini ce système-là.
on dit soit la pyramide 2 ou la chaîne 2 ou le système 2 avec un nom. Et d'accord, donc vous séchez complètement, c'est la chaîne de Ponzi. Ah, Ponzi, ouais, voilà. ok. Mais oui. J'allais dire Fonzie, mais Fonzie, j'étais- ouais. Merde, c'était pas loin. Ah ouais, c'est pas les pas mêmes loin. références en fait. Ouais, Mais ouais. pyramidal, c'est bon. C'est Ouais. la pyramide de Ponzi. Oui. Ouais. Mais ouais, tout Mais à fait. ouais. Vous irez voir où je mettrai un lien, j'ai trouvé des articles intéressants là-dessus. Je me suis dit c'était un peu long à expliquer. Mais dans la question, c'était à peu près le système, c'est à peu près ça. Et en fait, le problème, c'est que tant que ça avance, c'est bien, ça marche bien. Puis quand ça commence à freiner, bah là, tout s'écroule, quoi. Donc c'est un peu la fuite en avant, ce système. Mais une fois en prison, donc c'est la troisième question, avec ses 150 ans de réclusion. Voilà. Une fois en prison, il a mis en place un système où il achète des produits à l'intendant de l'établissement pénitentiaire pour ensuite les revendre plus cher dans la cour aux autres détenus. Mais de quel produit chocolat. s'agit-il? Chocolat. Ah oui, elle est Ah, belle. Elle est belle. Non, j'ai vu le film quand même. Ah oui, je veux pas. Oui, c'est du chocolat, tout à fait en fait. Bernard, alors quand il était en prison, il faisait du trafic de chocolat. Il était toujours. Du trafic de chocolat, il donnait des cours d'économie aux détenus. C'est quand même Mais pas mal. parce qu'en même Les temps, mais filles, oui. vous êtes fait Alors ça me Non. mais Non. grave, Non. 2-0. 2-0, vous avez. Pyramide, on Ah non, l'accorde. elle est pas bonne. Ah, Ah non, voilà, non, quand t'es même. trop sport, C'est- elles ont rien dit du tout. Non, Et mais il a c'est- eu le chocolat. on a quand même, 2-1, avec ce qu'il a fait, et je ne serai pas juge, bien qu'on a tous été partis, hein, parce qu'il nous a quand même tous floués, hein, pratiquement. Il faut quand même pas oublier que c'est Bernard Madoff qui a créé le système boursier. C'est-à-dire que s'il a pu le contourner pendant tant d'années, c'est parce qu'il a quand même fait partie des gens qui l'ont imaginé et créé. Donc on parle effectivement d'une personne qui a été condamnée, mais ça n'empêche qu'en termes d'éminence grise, Mais ça doit pas voilà, être la moitié d'un teubé, le gars, hein, c'est clair. Hein. on parle de quelqu'un dont le Oui. Wall Street, Oui. encore d'aujourd'hui, doit beaucoup à des gens Ouais. comme Bernard Madoff. Bon. C'est une petite aparté. Ah ouais, par Madoff, comme quoi, hein, c'est le génie du diable, quoi. C'est un peu ça, hein. Ça n'empêche pas d'être un génie. Mais c'est un bel escroc quand même. Le coup du chocolat en prison, ça m'a bien fait marrer. Question bonus pour les auditeurs. Alors là, vous connaissez la réponse parce que forcément j'en ai parlé tout à l'heure. Comment s'appelle la technique d'envoi de mise en relation par SMS dont j'ai parlé dans ma rubrique réseautage tout à l'heure? Voilà, petite technique. Donc vous mettez le nom dans les commentaires. Oui, c'est ça, Tiffen. Tiffen, on parle pas. Mais c'était ça. Bon, bah merci à tous d'avoir suivi cette 5e émission. Et oui, c'est déjà la 5e. On reviendra comme promis chaque mois avec de nouvelles aventures business. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse. Oui, nos auditeurs trentenaires commencent à comprendre comment ça marche. Ça vient doucement, mais ça avance. Oui, bah, je te jure, c'est affolant. Non, mais oui, s'abonner, la cloche, machin, c'est pas encore dans les habitudes. Donc vous abonnez, à cliquer sur la cloche pour être averti lors de la prochaine sortie de la prochaine émission et à partager partout sur les réseaux sociaux. Je m'emballe, ne faites pas tout ça, mais faites-en au moins un. Toutes les infos, les liens utiles de cette émission sont en description juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez laisser aussi des commentaires et des remarques. Merci à toi Patrice d'être venu pour cette émission. Merci C'était à un vous. plaisir, on a appris plein de trucs. Un gros merci à Tiffen et à Elodie pour leurs astuces de championne. Et n'oubliez jamais cette phrase inspirée d'Audiard et de Maître Chifou: les entrepreneurs ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et en plus maintenant on va pouvoir même les financer. C'était encore une fois le retour fatal du Grisby Radio Show, et elle n'est pas écrite celle-là. A bientôt tout le monde, ciao bye. Merci Patrice, Merci à merci vous. les filles. Merci beaucoup.